Et c'est là la puissance des sommets virtuels, c'est parce que, imaginez réunir 50 000 personnes en physique. To me, marketing is about values. Think different. In the next decade, you will be competing with more brands than you ever have. Branding, it's influencing. And we are calling it iPhone. Hello, dans l'interview d'aujourd'hui au programme Business en ligne, et mon invité aujourd'hui va t'amener au sommet de ton succès. J'ai le plaisir aujourd'hui d'interviewer Matteo Roux. Hello Matteo, ça va? On a juste, avant bien entendu on s'est dit bonjour, etc. Mais quel est ton état d'esprit là, actuellement, aujourd'hui, Matteo? Moi, pour te dire déjà bonjour à tous, je suis toujours plein de gratitude et très heureux de pouvoir contribuer et toujours échanger à travers une interview comme celle-ci, parce que c'est vraiment l'occasion de partager, de discuter librement. Personnellement, c'est un format que j'aime beaucoup, regarder des interviews, parce qu'on apprend énormément sur les personnes, et en termes de compétences aussi, c'est très intéressant. Donc, merci à toi pour l'invitation, ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui. Mais je t'en prie, et écoute, alors j'ai dit dans l'introduction que tu allais nous emmener au sommet par un petit jeu de mots. Est-ce que tu peux te présenter pour tous ceux qui ne te connaissent pas, Matteo, ton âge, voilà, ce que tu fais, ton activité, etc. Faire une petite présentation. Tu veux la version courte ou la version longue? Celle que tu préfères. Voilà, t'es chez toi, ici, si ça dure une demi-heure, vas-y, moi, il n'y a aucun souci. L'idée, c'est de donner de la valeur aux gens. L'idée, c'est de savoir qui tu es, déjà. Puis, c'est de donner de la valeur à tous ceux qui vont regarder cette vidéo. Si tu te présentes et en même temps, tu partages une expérience, tu donnes de la valeur, au contraire, avec plaisir, je t'en prie. Bah écoute, je vais rentrer un tout petit peu dans le détail, mais pas trop non plus, mais je pense que ça peut être utile pour certaines personnes qui nous écoutent. Du coup, je m'appelle Matteo, j'ai 19 ans et bientôt 20. Je suis entrepreneur depuis l'âge de 15-16 ans et juridiquement parlant depuis l'âge de 16 ans. J'ai commencé en tant que freelance, en tant que monteur vidéo. En fait, il faut savoir que depuis que je suis tout petit, je suis un grand passionné de YouTube, et j'ai découvert un jour, en regardant des vidéos sur YouTube, que je pouvais monétiser mes compétences et qui plus est monétiser ma passion. Parce qu'en fait, il y avait des gens qui pouvaient avoir besoin de mes services. Et donc, très rapidement, j'ai commencé à faire des montages pour des proches à droite à gauche, pas grand-chose. J'étais payé, mais je me souviens plus le montant exact, mais je pouvais passer des fois 2 journées de travail pour un petit billet de 10 euros. J'étais content, mais ça avait déjà enclenché un premier changement chez moi, qui était que, ok, c'était possible de gagner de l'argent sur Internet, qui plus est en faisant quelque chose qui nous plaît. Et à partir de là, il y a une succession de prises de conscience et d'événements. À l'âge de 16 ans, il y a mes parents qui commencent à me mettre une petite claque, en guillemets, en me disant ouais, Matteo, tu commences à gagner un peu d'argent, là, faudrait peut-être voir pour déclarer tout ça. Et donc, j'habite en France, là, je ne l'ai pas précisé, mais il faut savoir qu'en France, la paperasse, c'est pas des plus simples, on va dire. C'est particulièrement compliqué, et encore plus quand on veut créer une boîte quand on est mineur. Donc, j'ai mis 1 an à monter une société, une EIRL pour les connaisseurs. C'est le seul statut qu'on peut avoir en étant mineur non émancipé, du moins à la date à laquelle j'ai fait cette action-là. Et à partir de là, j'ai pu commencer à développer mon activité, générer des factures et vraiment être un chef d'entreprise, parce que j'avais une société, donc j'avais vraiment ce statut-là. Donc j'ai gagné beaucoup d'expérience à ce niveau-là, mais on va dire que je stagnais en tant que freelance. Je faisais, en termes de revenus, je faisais un petit revenu de 300 à 400 euros par mois avant impôt. Donc j'étais loin d'en vivre, mais déjà ça me permettait de voir et de générer un peu d'argent. T'étais toujours étudiant aussi? J'étais toujours étudiant, on pourra y revenir, mais jusqu'à il y a quelques semaines, j'étais encore étudiant. Donc j'étais étudiant, j'étais au lycée, et rapidement j'ai découvert la notion de développement personnel. On en donne la définition qu'on veut, tu vois, mais ça a changé beaucoup de choses en moi, et la première chose que je me suis rendu compte, c'est qu'on pouvait investir en son propre développement. Donc je me suis mis à acheter une première formation sur le blogging, en l'occurrence. J'avais acheté, je peux être honnête, j'avais vendu ma moto pour acheter la formation blogueur pro d'Olivier Roland, pour ceux qui connaissent.
Je connaissais que ça à l'époque. Donc, j'ai vendu ma moto, j'ai mis des sous de côté et j'ai sorti les 2000 euros qui sont le tarif pour acheter cette formation-là. Donc là, tu avais 15-16 ans, c'est ça? J'avais 16 ans et j'allais tout juste avoir 17 ans quand j'ai fait ça. Ouais. Donc là, tu avais 16 ans. Qu'est-ce que... Dans ta tête, tu te dis, ok, il y a quelqu'un qui vend une formation qui est au-dessus des 1000 euros, hein, me semble-t-il. C'est juste pour donner une fourchette qu'à 16 ans, ça peut être une somme. T'as pas cette somme, tu te dis, tiens, faut que je vende ma moto, alors que t'es étudiant, faut que je vende ma moto pour acheter ça. C'était quoi ta vision dans la tête quand t'as acheté cette formation? Je rêvais, en fait. De quoi? Ce qui s'est passé, c'est que je rêvais jusqu'à cet âge-là, si tu veux, j'étais convaincu qu'il n'y avait qu'un parcours type, c'était faire de longues études, avoir le meilleur diplôme. Et c'est marrant parce que c'est un truc cliché qu'on retrouve dans beaucoup d'histoires, mais c'est vraiment ça. Pour moi, il n'y avait que ce parcours-là qui existait. C'est fais de très bonnes études, trouve un bon job, travaille 40 ans et espère avoir une bonne retraite, tu vois. Pourquoi t'avais cette culture-là? Pourquoi t'avais cette, comme on dit, et parce qu'on s'est connus à un moment, pourquoi t'avais cette conversation-là? Je crois que ça va te parler, cette expression. Pourquoi tu t'es dit, tiens, finalement, il faudrait que je fasse beaucoup d'études? L'entourage. En fait, je me suis rendu compte que depuis que j'étais petit, j'étais simplement le fruit de mon entourage. J'aime bien dire une éponge entre guillemets, c'est-à-dire que mes croyances sont fondées sur mon environnement personnel. C'est-à-dire que il est fondé sur les croyances de mes parents, il est fondé sur les croyances des personnes que je côtoie. Et dans mon entourage, à ce moment-là, personne est entrepreneur. Ils sont tous salariés, ils ont tous fait plus ou moins de grandes études, et du coup, pour eux, réussir sa vie, ou du moins arriver à vivre, c'est faire de longues études. Et après, mes parents, ils ont toujours été comme ça, ils veulent le meilleur pour moi. Et ils m'ont dit, le meilleur moyen pour eux que je réussisse du mieux possible, c'est faire de longues études, tu vois. Pour avoir le plus de chances possible. La croyance de ton entourage. C'est ça. Ok. Qui est ni bien ni mauvais, attention, aucun jugement dessus. Bien c'est sûr, simplement c'est clair. que chaque personne a ses propres croyances qu'il va communiquer, transmettre, et c'est ça qui va... après, on l'accepte pas, on le prend, on le digère ou pas. Mais dans tous les cas, toi, à cette époque-là, d'après ce que je comprends, forcément, et puis vu que c'était tes parents, tu as écouté, et tu as suivi leurs conseils jusqu'à un moment où on t'a donné une autre croyance qu'un entrepreneur, Olivier Roland, t'a indiqué une autre croyance, et là, tu t'es dit, il y a peut-être une autre sortie, pas une autre sortie, mais une autre voie. C'est ça. En fait, pour la faire très courte, j'avais fait un stage avec mon père à l'âge de 15 ans, un stage de troisième, je sais plus, enfin un stage de seconde, et que je devais faire sur 1 mois. Et quand j'ai fait ce stage-là, j'ai dit, waouh, ça fait 1 mois, tu vois, que je l'ai fait, j'en peux déjà plus. J'ai dit, je me vois pas faire ça pendant 40 ans, tu vois. Et donc dans ma tête, j'étais un peu dépité, j'étais là, waouh, purée, manque de motivation, etc. Qu'est-ce qui te freinait dans ça par rapport au stage? Quelle a été la conclusion? Alors la conclusion, on vient de l'entendre, mais en fait, qu'est-ce qui a motivé cette conclusion-là? Je me sentais pas libre, tu vois. Je sentais vraiment que j'étais esclave d'un système. Les perspectives d'évolution, je savais très vite qu'elles allaient être limitées. Je regardais un peu les informations à la télé. On voit, maintenant j'ai appris à me séparer de ça, mais je voyais que ça parlait du taux de chômage qui explosait de jour en jour et que on se retrouvait avec des jeunes qui avaient bac+5 qui trouvaient pas de job après 1 an, 2 ans, 3 ans. Et même, j'étais pas heureux, clairement, tu vois. Je me suis dit, si ça fait 2 semaines que je fais un truc et que je suis pas heureux. Ouais, en fait, alors d'une part, t'étais pas heureux dans le moment présent, puis surtout, j'imagine, et d'après ce que j'entends, tu voyais pas l'avenir, quoi. Tu voyais pas le bout du tunnel, tu voyais pas la vision finale. Ce qu'on peut voir en tant qu'employé, je connais des personnes, au contraire, c'est cette vision qu'ils ont et de se dire c'est ça que je veux mes week-ends, je veux en profiter, je veux la belle vie comme ci, comme ça, chacun a ses croyances. Mais toi, tu voyais plutôt un chemin noir et
un tunnel noir au bout de ça, au bout d'un mois. Et par rapport à ça, t'as dit, c'est surtout pas ce que je veux. Ce qui est moi, je trouve ça intéressant, en fait. Pourquoi ? Parce que je discute avec beaucoup de personnes et souvent on me dit, je veux être entrepreneur. Mais toi, t'as fait une expérience qui t'a permis de dire pourquoi tu voulais être entrepreneur. T'as fait cette expérience qui t'a permis de dire, je veux surtout pas ça. Je trouve ça vachement intéressant, parce que souvent on dit je veux ça, mais sans connaître l'inverse, sans se dire ok, sans avoir goûté finalement à l'opposé. T'as commencé en goûtant à l'opposé et en te disant voilà, moi je veux surtout pas ça, donc je vais essayer de construire une nouvelle voie, et pour ça j'ai besoin de me former. Je le résume, la situation. C'est très bien résumé, mais si tu veux, le switch s'est pas fait directement, c'est-à-dire que d'abord j'ai pris conscience que ça allait pas me plaire, mais pour moi, il n'y avait pas d'autre solution. C'est-à-dire que j'avais encore cette croyance qu'il existait que ce parcours-là, et donc j'étais vraiment dépité, tu vois, parce que j'avais même pas conscience qu'il y avait d'autres parcours qui étaient possibles, jusqu'à que je découvre, pour te remettre dans le contexte, voilà, j'ai traîné sur YouTube parce que j'étais un gros gamer avant à jouer aux jeux vidéo pour m'échapper, justement, je pense, de ce monde-là. Et je regardais beaucoup de vidéos YouTube le soir avant d'aller dormir jusqu'à 1h, 2h du matin sur le téléphone. Et un jour, complètement par hasard, et je dirais jamais merci à l'algorithme YouTube, on me propose une vidéo YouTube d'Olivier Roland, de ce gars-là. Je dis qui c'est. Et le titre, je sais plus, mais c'est sur Elon Musk, je crois, un gars que je connaissais même pas, et du coup à cette époque-là. Et Olivier Roland, voilà, il parle, puis je dis tiens, intéressant ce gars ce qu'il dit. Puis j'étais dans un flow, je regarde sa deuxième vidéo, puis je vois qu'il commence à expliquer un peu qu'est-ce qu'il fait, qui il est, nomade digital, il travaille, il voyage 6 mois par an. Puis je regarde, et là je me suis mis tout de suite à me dire il y a peut-être une autre possibilité, où je me suis autorisé à rêver du moins des choses, tu vois, ce qui n'était pas le cas avant. Et là, tout de suite, gros rush, je me suis mis, il y avait peut-être 600 vidéos sur sa chaîne, j'ai dû en regarder une bonne partie les 3 semaines qui ont suivi, tu vois. Après ça, j'ai acheté un premier livre de non-fiction, c'est-à-dire que je lisais un peu avant, mais que des Harry Potter, des choses comme ça. Et j'ai lu le livre en 1 mois. En plus, le livre d'Olivier Roland est quand même assez gros. Et tout de suite, ouais, c'est un bon pavé pour ceux qui connaissent. Et le livre, grosse claque. Je me suis dit, il faut que j'achète sa formation. Le blogging, c'était le premier business en ligne vraiment que je découvrais, sur lequel on pouvait être libre, etc. Et je me suis dit, il faut que je lance mon blog. Puis voilà, après, c'est là que l'action, on en vient à, j'ai vendu ma moto pour acheter cette formation-là. Et à partir de là, je me suis rendu compte plus tard, etc., que le blogging, c'était pas fait pour moi, mais ça m'a ouvert les portes vers l'entrepreneuriat et l'entrepreneuriat. Prise de conscience, c'est ça. Et prise de conscience à 16 ans, ce qui est complètement dingue, parce qu'à 16 ans, on rêve que de plusieurs choses. On rêve de sortir, on rêve de faire la fête avec ses copains, on rêve de traîner avec les copines, on rêve, bref, de tout, sauf de ça, en règle générale, hein, je dis. Donc, c'est top. Alors, je dis c'est top, encore une fois. Je trouve ça top, en fait, d'avoir une prise de conscience et d'avoir d'autres pistes que celles qu'on a logiquement à cet âge-là, etc. Et surtout, chose qui est incroyable, c'est que ok, t'as une prise de conscience. Il y en a beaucoup qui ont des prises de conscience en disant tiens, on m'amène un autre prisme, on m'amène une autre vision des choses. Mais toi, t'es passé à l'action, quoi. C'est-à-dire que tu t'es dit bah non, il me faut la formation parce que je veux aller plus loin. Donc, j'ai pas l'argent, donc je dois vendre ma moto. T'as vendu ta moto, t'es passé à l'action, t'as pris la formation et ça t'a permis d'aller plus loin, même si aujourd'hui tu fais pas du blogging et que c'était axé sur le blogging. Mais au moins, tu as vu pas mal de ficelles du marketing. C'est ça. Et puis j'ai clairement, si je peux rajouter quelque chose, tu vois, la formation, du coup, ça m'a coûté 2 000 €, mais j'ai clairement, franchement, à l'heure actuelle, j'ai pas regardé plus de 10% de la formation, tu vois. Parce que, en fait, ça m'a ouvert plein d'autres portes derrière, on pourra y revenir après, mais plein d'opportunités.
Et c'est là que j'ai commencé vraiment à m'épanouir, etc. Mais je dirais qu'en fait, j'ai pas payé 2000 euros pour une formation, j'ai payé 2000 euros pour une prise de conscience vraiment globale qui fait là où j'en suis aujourd'hui. Ça, c'est sûr. Ouais, mais c'est et en fait, c'est la valeur que tu lui donnes à ça. Je veux dire, là, tu as dit un montant, mais au final, ça se trouve, pour toi, il y a plus de valeur dans la prise de conscience que dans l'évolution, on va dire, technique de la chose. Et c'est encore mieux. Si pour toi, c'est mieux, c'est top, quoi. Voilà. Une fois que tu as fait ça, donc on rappelle, tu as 16 ans, tu es toujours étudiant. Donc ça, c'est important. Je dis ça, c'est parce que j'ai pas mal de jeunes qui viennent me voir en disant « Ok, mais comment faire Voilà, on va pas me prendre de sérieux. 2, juridiquement, j'y comprends rien. L'administratif, j'y comprends rien. Qu'est-ce qu'on fait ?» Et 3, voilà, syndrome de l'imposteur, l'entourage qui est là en disant mais attends, waouh, va pas trop vite, qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu fais ça, qu'est-ce qui t'a pris, voilà, avec un regard un peu de travers. Donc forcément, ça donne beaucoup de barrières. Déjà que c'est compliqué à cet âge-là, déjà qu'il y a beaucoup de barrières à cet âge-là, mais en plus quand l'entourage, quand il y a ce mindset qui est là parce que on a 16 ans, 17 ans, on vient de débuter dans la vie en quelque sorte, c'est encore plus dur, et là, il faut avoir un état d'esprit hyper costaud, hyper solide, et toi, tu t'es dit, ce que je veux, c'est ça, donc je vais continuer déjà à me développer. Une fois que tu as acheté cette formation, que tu en as consommé finalement très peu, mais que ça t'a ouvert un nouveau monde, si je puis dire, qu'est-ce que tu as fait en parallèle, et je tiens à le signaler, de tes études ? Déjà, j'ai fait beaucoup de benchmarking, de recherche, parce qu'au final, je pensais que sur Internet, il n'y avait que le blogging qui existait, tu vois. J'étais un peu inconscient sur tout ce qui pouvait se faire. Et ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai passé beaucoup de temps à regarder, voir tout ce qui pouvait se faire. Je suis rapidement tombé après, pendant une période de quelques mois, j'ai rapidement abandonné le blogging et je suis tombé dans quelque chose que tu dois connaître très bien, le syndrome de l'objet brillant, le shining object, il y en a qui appellent ça. C'est-à-dire que j'ai découvert qu'il n'y avait pas que le blogging, il y avait plein d'opportunités différentes, l'e-commerce, le trading, enfin les classiques, tu vois, prestat de service, toutes ces choses-là. Et j'ai évidemment voulu tout faire d'un coup parce que, en fait, il faut bien se mettre en tête que j'avais trouvé une solution à mon problème auquel je pensais qu'il n'y avait même pas de solution qui existait. Moi, j'avais trouvé un échappatoire, j'ai découvert l'entrepreneuriat qui était un système alternatif au salariat. Tout de suite, je me suis dit, mais c'est ce qu'il me faut. Et j'étais tellement emballé que pour moi, il n'y avait que l'entrepreneuriat de toute façon dans le futur pour moi. Et donc, j'ai mis plein de choses en place, je me suis un peu éparpillé et je me suis mis à lancer des tas de business à droite à gauche. Au final, on pourra y revenir si ça t'intéresse, mais je dois au syndrome de l'objet brillant là où j'en suis aujourd'hui. Je pense que pour moi, le syndrome de l'objet brillant, c'est un excellent moyen de savoir dans quelle direction on veut partir, qu'est-ce qui nous plaît, qu'est-ce qui nous plaît pas. Quand on arrive à avoir cette capacité à prendre du recul sur nous, par exemple, je savais que le trading, ça m'attirait pas plus que ça. Des choses comme ça, tu vois. Et c'est un peu cette introspection-là. Et si j'avais pas essayé, j'en aurais pas été convaincu. Parce que, encore une fois, on est tous différents, tu vois. Donc, tant que t'as pas expérimenté, tu peux pas savoir si ça. C'est ça, c'est ce que je te disais quand t'étais en stage, quand t'as fait ton stage. Finalement, c'est le fait d'être en stage qui t'a permis de savoir que tu voulais surtout pas ça dans la vie. Et souvent, on le dit, le syndrome de l'objet brillant, oui, certes, c'est un fardeau, mais c'est aussi une sacrée opportunité parce que ça amène la clarté. Par contre, faut pas y rester à chercher pendant des années. Combien de temps t'as été dans cette période-là de tester plein d'opportunités, de saisir et de tester plein d'opportunités pour à un moment dire c'est ça que je veux, c'est ça qui m'intéresse du moins? Aux alentours de 8-9 mois à peu près, un peu moins d'un an quand même. Parce qu'en fait, avant, je conscientisais pas le fait que j'étais dans ce syndrome-là, tu vois. Et c'est pour ça que c'est intéressant ce que tu dis. Le syndrome de l'objet brillant, c'est pas un fardeau à partir du moment où on est conscient qu'on est atteint par ce syndrome-là, j'ai envie de dire. Si vous êtes inconscient, c'est là que ça peut être dangereux. Moi, en fait,
m'a fallu 6, 7, 8 mois pour conscientiser le fait que ça marchera pas si je continue dans cette direction-là, à avoir 15 business en même temps, qui plus est en étant étudiant. Donc, on a tous 24 heures dans une journée, tu vois. Donc, ouais, j'ai mis 8, 9 mois à en sortir. Et comment ça s'est passé? L'épuisement, clairement. En fait, je suis arrivé à un stade parce que tu avais où, tes études en parallèle. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais que tu avais tes études. Donc, études, te former de manière continuelle, parce que c'est ce que tu voulais, et tester, un coup la bourse, un coup le blogging, un coup le marketing, un coup ceci, un coup le SMMA, un coup, je donne des exemples. C'est exactement ça, ouais. Voilà. Et forcément que c'est épuisant en termes d'énergie. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que ça t'a permis de dire, là, ce levier-là, il est intéressant par rapport à ça, à ces caractéristiques, et il m'intéresse vis-à-vis de ces caractéristiques, mais il m'intéresse pas vis-à-vis de cet angle-là, etc., pour chaque opportunité, ce qui te permet à la fin de dire, c'est ça que je veux, et d'avoir une véritable mission. Parce que, au final, aujourd'hui, moi, ce que tu viens de finir un événement que tu as organisé, et aujourd'hui, ça en est ta mission, d'après ce que j'ai compris. Et donc, on va y venir à ce que tu fais aujourd'hui, mais cette mission-là, aujourd'hui, tu l'as fait parce que justement, tu réussis à la faire déjà, parce que justement, tu as testé plein de choses, et et dans toutes ces choses que tu as testées, il y a eu des qualités, des défauts, bref, tu t'es dit, tiens, là-dedans, il y a quelque chose de plutôt pas mal, là, non, pour ceci, pour cela. Donc c'est bien, mais à un moment, prenez conscience, peut-être que s'il n'y a pas assez de résultats, si vous faites trop de choses, si vous êtes fatigué comme pouvait l'être Mathéo à un certain moment, essayez de vous poser un peu et de vous dire pourquoi. Et c'est peut-être à ce moment-là que vous allez prendre conscience de est-ce que vous êtes dans le syndrome de l'objet brillant ou un autre syndrome. Déjà, merci pour ce partage, parce que je pense que ça peut aider énormément de personnes qui commencent. Il y a aussi une chose souvent qu'on me pose comme question. Alors moi, quand on me la pose, waouh, ça remonte à quelques années, mais c'est pour ça que je préfère te la poser. Comment t'as trouvé tes premiers clients? Comment j'ai trouvé mes premiers clients? Alors, il y a deux vecteurs, j'ai envie de dire. Le premier vecteur, c'est l'entourage. Il y a dans ma famille, dans son entourage plus ou moins proche, on peut trouver des personnes qui peuvent avoir besoin de nos services. Donc, ça dépend de ce que vous faites. Moi, en l'occurrence, le montage vidéo, ça a commencé à devenir de plus en plus courant. Et le deuxième vecteur, c'est clairement le culot. Et c'est ça qui m'a le plus servi. Ça veut dire que, ok, je vois telle personne qui peut avoir potentiellement besoin de mes services. Je vais aller lui proposer, lui envoyer un message clairement, tu vois. Je vais lui dire, salut, je suis là si tu as besoin. Voilà mon portfolio de choses que j'ai déjà réalisées. Si tu as besoin, je suis là. Voilà, okay. Prospection, c'est exactement ça, voilà. Prospection en proposant de la valeur, voilà. Quand tu étais monteur, c'est à ce moment-là que tu cherchais des choses, ou t'as été monteur après le syndrome de l'objet brillant? Je suis toujours resté monteur, en fait. J'ai été monteur avant d'acheter la formation, d'avoir le syndrome de l'objet brillant. Ça, je l'étais déjà avant, parce que j'étais passionné et c'était quelque chose dans lequel j'étais bon, même très bon. J'avais toutes les compétences pour, et j'avais déjà un petit portfolio, un petit cahier avec des choses que j'avais réalisées. Et ça, je suis toujours resté. J'ai fait des études dans ce domaine aussi, donc automatiquement, je suis resté dans le bain. Et ce qui s'est passé, c'est que un jour, ça a été un peu un deuxième game changer. En allant contacter quelqu'un au culot, donc cette personne, je vais citer, c'est Lingensia, pour ceux qui le connaissent. C'est une personne qui propose du coaching, d'accompagnement business, on va pas rentrer dans le détail. Et je vais aller lui proposer mes services. Et il m'a dit, écoute, j'apprécie beaucoup ton culot et ton dynamisme et le fait que tu es du cran, malgré ton âge et peut-être que peu d'expérience que tu as, de venir me contacter. Avec cette personne-là, on a échangé, etc. On en est venu à collaborer sur du montage vidéo.
le gars, je suis arrivé, il m'a clairement testé, tu vois, il a organisé justement un sommet virtuel à ce moment-là, et il voulait que je monte ses masterclass pour son sommet virtuel, en guise de test. Ok. Et je me suis retrouvé à devoir monter 15 vidéos d'1h30 en 24 heures, 36 heures à peu près. Super Tout en challenge. étant étudiant, voilà, tu Ouais, vois. bien sûr. Je me suis dit, c'est pas grave, super opportunité. Le gars, j'ai un bon feeling avec lui, tu vois. Il me paye, je vais pas dormir pendant 24 heures, tu vois. Tant pis. Et ça fait partie d'ailleurs de quand on est étudiant entrepreneur et même dans les projets en général. J'ai fait des sacrifices, c'est-à-dire que je suis pas allé sortir avec mes copains, etc. J'ai dormi peu à certains temps. Et là, du coup, à ce moment-là, j'ai pendant une nuit complète fait tous les montages. Je l'ai livré au gars, il était super content. Et à partir de là, je me suis intéressé, j'ai commencé à discuter avec cette personne-là, je me suis intéressé à ce qu'il faisait. Il y avait une activité de coaching, comme beaucoup en ont et on avait à cette époque-là, où il accompagnait des clients à développer un business. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il avait une drôle de façon de vendre ses services ou de se faire connaître, puisqu'en fait, il organisait pas de webinaire, il faisait pas de lead magnet en mode capture d'email, etc. Ouais. Il organisait des sommets virtuels 2 fois par an. Et je me suis dit, tiens, déjà, qu'est-ce que c'est ce sommet virtuel, tu vois, c'est quoi, c'est un séminaire, Je me suis renseigné sur le sujet, j'ai découvert tout le concept, j'ai vu les chiffres, du coup, comme j'étais côté staff, il m'avait un peu intégré dans l'équipe, je voyais un peu les rendements que ça avait, et j'étais là, waouh, ça envoie, c'est quelque chose que j'avais jamais trop vu, et je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus, et qui plus est, j'avais 2 passions, du coup, j'y suis pas revenu pour synthétiser la chose, mais c'était la vidéo et le web en général, mes passions, et l'événementiel. C'est-à-dire que je suis passionné de musique depuis que je suis tout petit, ça avant même de devenir entrepreneur, bien avant. Je suis devenu, me suis mis à mixer en tant que DJ très jeune, et j'étais très passionné par ça. Et du coup, mes 2 passions principales, c'était l'événementiel et le web, Internet, tout ce qu'on pouvait faire avec. Et je me suis dit, mais j'ai clairement utilisé moi, je me suis dit, putain, mais je peux unir ces 2 passions-là, c'est clairement un sommet virtuel qu'on fait avec ces 2 passions-là. Le web, l'événementiel, tac, tu mélanges ça fait un sommet virtuel, un événement en ligne, un séminaire en ligne, on appelle ça comme on veut. Et tout de suite, paf, là, après, il y a eu une série d'actions qui ont fait que je me suis dit, c'est bon, je vais partir là-dedans. J'ai clairement trouvé ce qui me plaisait. Et entre le moment où t'es resté combien de temps à faire du montage vidéo, à être dans l'équipe de cet entrepreneur, et jusqu'au jour où tu t'es dit finalement ça réunit beaucoup de mes passions et de mes qualités, c'est ce que je veux faire, mais ça il faut encore une fois prendre conscience de ça, il faut un peu d'expérience. Ça t'a pris combien de temps exactement? Ça s'est fait quasiment instantanément pour te remettre le planning. J'étais en contact, j'ai rencontré cette personne un vendredi soir. On s'est fait un appel, elle m'a dit, on se rappelle lundi matin. Lundi matin, elle m'a donné les 15 montages à faire pour le mardi matin. J'ai découvert le concept mardi soir en regardant un peu ce que c'était un sommet, ce à quoi j'avais contribué. Et là, j'ai pris conscience du truc et je me suis dit, ouais, les sommets, c'est génial. Mais je me suis pas tout de suite dit, je vais me lancer là-dedans, parce que pour moi, si je me lançais là-dedans, c'était encore syndrome d'objet brillant, toutes ces choses-là, tu vois. Donc, j'ai conscientisé que les sommets, ça existait. Après, il m'a fallu bien 2 à 3 mois pour me dire finalement, OK, comment je peux trouver ce qui me plaît réellement. J'étais toujours dans un peu dans l'épuisement, tu vois, du syndrome d'objet brillant. Et je me suis dit, en fait, ce qui va me plaire, c'est une matrice plus ou moins entre ce dans quoi je suis doué, ce qui me passionne et ce dont le marché a besoin. Et j'en suis arrivé à ce moment-là sur les sommets virtuels. J'avais pas spécialement de grosses compétences à l'heure actuelle à ce moment-là sur les sommets virtuels, mais je me suis dit, c'est ça que je vais faire, je vais tout mettre en œuvre pour l'apprendre. Je vais demander à ce gars-là avec qui je collaborais, je veux faire tous tes prochains sommets virtuels, je vais être le chef de projet au culot encore une fois. Il m'a dit, OK, pas de souci, je vais t'expliquer et on va le faire ensemble. Et on en arrive plus ou moins à mes 18 ans et à mes 19 ans aujourd'hui.
Ouais, donc tu fais la main quand même un petit peu avant de toi prendre le relais. Aujourd'hui, Mm. c'est ce que tu fais. Tu confirmes? C'est ça, c'est ça. Tu réalises des sommets virtuels. Avant d'aller plus loin, parce que ça fait déjà une bonne dizaine de minutes qu'il y en a qui entendent sommet virtuel, mais qui comprennent pas exactement ce que c'est. Avant d'aller plus loin et de dire ce que tu fais exactement, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qu'un sommet virtuel à tous ceux qui ne savent pas ce qu'est un sommet virtuel et pourquoi on en fait, à quoi ça sert et comment on l'organise, ça on va y venir, mais du moins, pourquoi on fait des sommets virtuels aujourd'hui? Yes. Donc du coup, pour déjà commencer par définir, on appelle ça sommet virtuel, il y en a qui appellent ça sommet en ligne. Encore une fois, c'est un terme, on l'appelle comme on veut en soi, j'ai envie de dire. C'est un terme qui vient tout droit des États-Unis, à Virtual Summit, qui a été clairement traduit et transposé en français. Un sommet virtuel, qu'est-ce que c'est? C'est l'équivalent d'un séminaire en ligne. Donc en fait, c'est un événement, à minima sur 2, 3, plusieurs jours, durant lesquels une série d'intervenants vont intervenir sur une thématique donnée, c'est-à-dire que le sommet, le séminaire en général, a une thématique bien précise. Ça peut être le business en ligne, ça peut être l'immobilier, ça peut être, là on a fait l'astrologie, ça peut vraiment être sur n'importe quel domaine, mais il y a un domaine précis à un sommet virtuel. C'est-à-dire on ne fait pas le sommet virtuel, point. C'est le sommet virtuel du business en ligne, le sommet virtuel de l'astrologie, ça vous avez compris. C'est un événement qui, la plupart du temps, est en accès gratuit. Pourquoi? Parce que derrière l'intérêt d'organisation virtuelle, il y a 5 intérêts principaux que j'aimerais lister et que j'aime bien dire et que je vais me permettre de partager ici. Le premier intérêt d'organisation virtuelle, c'est que ça va augmenter votre notoriété. C'est-à-dire organiser un sommet virtuel, tout de suite, vous allez être exposé devant un grand nombre de personnes. Vous allez également développer votre autorité. Dans l'inconscient ou dans le conscient collectif en France, le fait d'organiser un sommet virtuel, et c'est même valable partout dans le monde, c'est comme si vous organisez vraiment un événement physique. Et du coup, puisque vous organisez un événement, vous êtes déjà une personne avancée, une personne influente, une personne compétente. Et donc ça, c'est un gros avantage aussi, c'est l'autorité. La notoriété et l'autorité, c'est deux choses bien différentes. La notoriété, c'est le nombre de personnes qui nous connaissent. L'autorité, c'est à quel niveau, on va dire, on est estimé compétent, du moins de mon point de vue, aux c'est la yeux valeur de perçue. Ouais, c'est ça, merci. C'est le mot que je cherchais. Merci. Le troisième point, c'est les partenariats. C'est-à-dire que j'ai jamais autant rencontré et collaboré avec des gens que depuis que j'organise des sommets virtuels. Et quatrième et cinquième avantage, c'est les prospects et le chiffre d'affaires. C'est-à-dire que le but en soi d'un sommet virtuel, c'est générer des prospects pour son entreprise et on peut également générer du chiffre d'affaires. Alors non pas seulement avec les prospects qu'on récolte, mais il y a également un moyen qui permet de gagner directement du chiffre d'affaires en organisant un sommet virtuel gratuit. Ça, c'est quand on est l'organisateur. Quand je dis l'organisateur, alors certes, tu nous aides, mais c'est quand on est à la tête et qu'on a une intention de faire un sommet virtuel de A jusqu'à Z sur une thématique précise, comme tu nous l'as indiqué, mais si on se place du côté spectateur, passionné, parce que souvent c'est sur des thèmes bien précis, que ça soit déjà, est-ce que, première question, parce que je pense que là, dans la tête de beaucoup de personnes, ils doivent se dire, mais qu'est-ce que c'est exactement? Ok, ça permet ça, mais c'est réservé aux entrepreneurs, etc. Déjà, première chose, est-ce que c'est uniquement dédié pour les entrepreneurs et c'est uniquement réservé aux entrepreneurs? Ah, pas du tout, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Par exemple, là, je fais beaucoup du benchmarking sur le marché américain et aux États-Unis, il y a vraiment des sommets sur tout. Il y a des sommets sur la cuisine, c'est-à-dire des cuisiniers qui partagent leurs recettes pour les personnes qui veulent cuisiner depuis chez eux. Il y a aussi, j'ai vu un sommet virtuel sur l'élevage canin, sur comment dresser son chien chez soi. Enfin, il y a vraiment, voilà, dans n'importe quel domaine, ça peut vraiment être partout. Il y a sur le sport, sur les échecs aussi, sommet virtuel du jeu d'échecs, avec différents intervenants qui sont experts dans ce domaine-là, qui viennent intervenir. Et c'est vraiment très, très intéressant. Et ce que tu disais, tu as commencé à souligner un point qui était intéressant. L'avantage pour les participants,
c'est que le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'on est tous la plupart sur des réseaux sociaux. Si vous êtes sur YouTube, vous avez sans doute des publicités qui vous sont affichées quand vous regardez des vidéos, même quand vous êtes sur Internet en général, vous avez plein de publicités. Et on vous propose que des webinaires, on vous propose que de laisser votre adresse mail pour recevoir des mails, que des choses un peu qu'on voit partout en fait. Un événement, un sommet virtuel, ça sort du lot parce que déjà c'est un événement, donc ça veut dire que c'est ponctuel, c'est à telle date, tu t'inscris, tu participes, tu t'inscris pas et ça passe, après c'est foutu, tu rates quoi. Donc il y a cette notion déjà d'urgence et d'événement unique, et surtout ça apporte réellement de la valeur, j'ai envie de dire, un sommet virtuel, c'est-à-dire que je me mets pas à dos, je fais des webinaires aussi, etc. Mais un webinaire, on va se dire concrètement les choses de mon point de vue, encore une fois. Mais le principe même du webinaire, c'est concrètement vendre le plus rapidement possible. C'est-à-dire que on va au début faire un peu de storytelling, etc. Je mets pas tout le monde dans le même panier, mais moi, de ce que j'ai vu et de mon expérience, c'est beaucoup ça. Et derrière, on va vous faire 30 minutes de blabla et 1h30 à essayer de vous vendre une offre derrière. Donc au final, l'apport de valeur, il est assez minime. Tandis qu'un sommet virtuel, on va certes vous proposer d'acheter des choses, etc. à plus moyen terme, mais on va réellement vous apporter de la valeur. Tu parlais de l'événement que j'avais dernièrement organisé. Il y avait 20 intervenants, c'était 20 formations, c'était 20 masterclass vraiment de haute qualité. C'était pas 20 personnes qui venaient vendre leur formation et c'était pas une série de 20 webinaires, tu vois, juste pour acheter et dépenser de l'argent. Pour ceux qui n'ont jamais participé à un sommet virtuel, vous pouvez voir ça comme un salon. Le salon de l'agriculture, par exemple, ou un autre salon, le salon du mobilier, de l'immobilier, de la maison, de l'habitat, etc., etc. Mais, d'une part, uniquement sur Internet, ça c'est la première chose, ce qui les différencie. Et la deuxième caractéristique, c'est que, à la différence d'un salon, un salon est là pour proposer uniquement des produits, alors qu'un sommet virtuel est là pour proposer la valeur, pour faire évoluer les participants vers un autre niveau, en partageant une certaine expertise et aussi une prise de conscience, parce que je pense que ça fait partie du chemin et de l'évolution. Donc voilà comment on peut voir un sommet virtuel, c'est-à-dire que concrètement, c'est et à la différence d'un webinaire, c'est vous allez voir plusieurs typologies d'experts qui vont vous permettre soit de prendre conscience ou d'évoluer ou pas, suivant l'expert que vous allez avoir en face. Mais l'avantage, c'est qu'au moins, pendant 2, 3, 4, 5 jours, vous allez avoir un panel d'experts devant vous qui vont vous expliquer tout sur le sujet et ce qui va permettre d'en prendre un maximum. Voilà, moi je trouve que c'est un super concept. J'aime beaucoup ce concept parce que il y a une synergie entre les experts, parce que ce qui lie en fait un sommet, c'est la passion en règle générale. Je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, Mathéo. Complètement. Au-delà de l'aspect, si même il y a des sommets aujourd'hui uniquement B2B, c'est-à-dire uniquement pour les pros, même dans un sommet B2B, je pense que la passion, c'est quand même ce qui est la ligne directrice. Et l'avantage, c'est qu'on va avoir au sein de cette passion énormément de sujets différents et à la fois complémentaires. Ce qui est incroyable. Tu parlais du dressage de chiens. Je pense que y a peut-être des experts qui vont parler de différentes catégories ou races de chiens. Il y a des experts qui vont parler exactement comment dresser un chien. Il y a des experts qui vont parler de l'évolution du dressage, etc. Bref, il y en a qui vont parler de sujets différents sur une même thématique qui va apporter énormément de valeur à la personne. Et tout ça pour un coût soit gratuit ou soit le plus minime possible. C'est extraordinaire, c'est quand même une chose extraordinaire. Donc aujourd'hui, grâce à cette évolution, Mathéo, que tu as eue depuis 16 ans, et vis-à-vis de tes différentes passions, qui sont Internet, les différentes prises de conscience, de ce que tu nous as dit sur le business en ligne, l'apprentissage du business en ligne,
l'expertise et l'expérience que tu as eue avec différents acteurs, comme voilà, pas un mentor, mais quelqu'un qui t'a appris un petit peu les ficelles et le métier d'organiser des sommets virtuels. Ça t'a permis aujourd'hui de dire, ok, c'est ce que je veux faire, c'est ce que je fais. Depuis combien de temps, là, véritablement, depuis combien de temps aujourd'hui, tu fais ça en tant qu'entrepreneur? C'est-à-dire que tu organises, toi, des sommets pour les autres et pour toi-même, parce que dernièrement, là, c'était pour toi-même. Depuis combien de temps tu fais ça? Voilà. Alors, tu as posé deux questions qui étaient intéressantes. Depuis combien de temps je fais ça vraiment en tant qu'entrepreneur? Depuis début 2020, fin 2019, début 2020, donc depuis 1 an et demi à peu près à la date de cet enregistrement. Et j'ai fait mon premier événement pour moi il y a seulement quelques semaines maintenant. Pourquoi j'ai attendu autant de temps? Il y en a qui vont me dire pour faire mon propre événement. C'est déjà parce que c'était pas forcément une nécessité de faire mon propre événement pour devenir véritablement compétent dans ce domaine. J'ai en 1 an et demi organisé une 20-25 sommets virtuels et ça a passé du coup entre guillemets cet événement-là que David tu évoquais. C'était un moyen de prendre tout ce que j'avais appris vraiment pendant ces 1 an et demi, presque même 2 ans d'expérience et de l'accumuler et de mettre le meilleur de ce que je savais faire dans cet événement-là pour vraiment faire un point déjà sur le meilleur sommet que je pouvais proposer et derrière me dire ok, qu'est-ce que je peux améliorer pour devenir encore meilleur. Donc voilà, je sais pas si je pense que ça répond un peu à ta question, mais complètement. c'est à peu près ça, ouais. Il y a eu finalement l'intention était pratiquement il y a assez longtemps, mais il y a eu différentes étapes, différents momentum qui ont fait qu'aujourd'hui, tu en as fait d'une part un pour toi et avec la qualité que tu as délivrée là très dernièrement. 25 environ sommets que tu as réalisés. Il te faut en moyenne... Alors, est-ce que tu peux nous donner des chiffres? Déjà, il y en a un, 25, ce qui est énorme. Bravo, félicitations. Tu peux nous rappeler ton âge? Parce que c'est incroyable. Je sais que c'est pas l'âge qui fait l'entrepreneur. Mais là, pour le coup, moi, je trouve ça incroyable. Tu peux nous rappeler ton âge, Mathéo? 19 ans et j'ai 20 ans en octobre. Voilà, donc si à 20 ans, déjà, vous faites ce que Mathéo a fait, c'est-à-dire 25 summits, c'est top. Donc, bravo. Et... 25 sommets virtuels à ton actif, de combien de personnes à combien de personnes au max, et quels ont été les sujets différents qu'on voit un petit peu, tous les sujets que tu peux faire? Alors, comme je suis issu, on va dire, de mes débuts dans l'entrepreneuriat, sont principalement dans le business en ligne, ça a beaucoup été des sommets qui étaient autour de cette thématique-là. Le coaching, l'accompagnement, j'ai fait pas mal de sommets sur cette thématique-là. Ça fait 6 mois depuis fin 2020 que je suis vraiment dans une dynamique à essayer de montrer qu'on peut faire ça dans plein d'autres domaines. Et récemment, par exemple, j'ai clôturé un sommet sur l'astrologie. Je te donne un exemple tout à l'heure, mais c'est quelque chose qu'on a fait. D'ailleurs, on a pété plein de records, donc ça a confirmé plein de choses. Tu demandais des chiffres. Du coup, 25 sommets en termes de participants. À l'heure actuelle, le pire qu'on ait fait, c'est 400 ou 500 participants. Enfin, quand je dis participants, c'est inscrits. Le nombre de personnes présentes le jour J, c'est différent. Et on est monté jusqu'à, récemment, c'était il y a 1 mois et demi, on a touché les 8 ou 9 000 participants sur l'événement. En 100% organique, c'est-à-dire que à l'heure actuelle, je me forme beaucoup et je fais des tests de mon côté sur ça. Mais j'ai pas encore expérimenté l'ADS. Donc si on ajoute l'ADS, par exemple, à l'événement qui a fait quasi 9000, on peut aller taper beaucoup plus loin. Ouais, t'as fait aucune acquisition publicitaire. Ads payant. Que de organique. En fait, si tu veux, on pourra rentrer un peu dans le détail du business model, je dirais, d'un sommet virtuel, mais ça marchait que sur la recommandation. C'est-à-dire que les intervenants qui viennent participer, on leur demande de jouer un peu au jeu et de parler un peu de l'événement de leur côté. Et le fait d'unir un peu la puissance de chacun autour d'un événement, ça crée une synergie et très vite, ça peut faire venir un nombre de personnes assez conséquent. Et même moi, j'ai été surpris sur le dernier event où on est monté quasiment à 9000, alors que pourtant, j'étais
je vais être honnête. Hein. À la base, je me suis dit, j'accepte le challenge, mais ça va être très dur. Et c'est encore là qu'on voit la puissance des croyances. C'est que je me suis rendu compte qu'en fait, même sur un domaine dans lequel je me suis dit, ça va être très dur, en fait, on a explosé tous les records. Et ça fait que confirmer la règle qui dit que tu peux organiser un sommet virtuel vraiment sur n'importe quel sujet. Je comprends, parce que en fait, tu connaissais moins le sujet, moins l'autorité de certaines personnes. D'après ce que tu dis, un sommet aujourd'hui virtuel, la clé du sommet, c'est les invités qui vont eux avoir c'est l'autorité même des invités qui vont eux faire que c'est magnétique et vont faire l'aura de l'événement, si je comprends bien. C'est un cocktail, si tu veux, c'est-à-dire que je n'irai pas jusqu'à dire que ça dépend à 100% de l'autorité, de la notoriété aussi des intervenants. Ça y contribue très largement parce que si aujourd'hui vous avez 0 personne dans votre base email par exemple ou que personne ne vous connaît, bien évidemment, ça va beaucoup jouer sur les intervenants. Mais il y a d'autres facteurs qui vont être plus techniques. Par exemple, si vous faites votre page d'inscription, qu'elle est mal faite, qu'il y a des fautes d'orthographe, des choses comme ça, ça va pas être pro. Si votre communication, pareil, c'est certes de l'organique, mais il y a beaucoup de travail derrière de communication, de marketing derrière à mettre en place. Pareil, si vous le faites n'importe comment, ça va renvoyer une mauvaise image et c'est pas bon non plus, tu vois. Donc bien sûr, c'est aussi tu joues sur plusieurs leviers, hein, bien entendu. Je comprends. Et là, je pense que tu vois, ça y est, on commence à voir dans la tête, à mon avis, de beaucoup plus de personnes voient ce que c'est qu'un sommet virtuel et voient le parallèle, parce que bien sûr, généralement, j'invite des gens qui ont un lien avec le branding. Bon, le branding, aujourd'hui, il a un lien sur beaucoup de leviers, sur beaucoup de choses. Mais moi, je trouve que le sommet virtuel, aujourd'hui, répond aux 3 objectifs du branding, qui sont cognitifs, se faire connaître, qui sont affectifs, se faire aimer, et qui sont connatifs, faire agir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, grâce à un sommet virtuel, on va créer de la visibilité, hein, parce qu'on va attirer des gens de manière naturelle, voilà, comme là tu disais que c'est uniquement organique. On va fédérer des gens autour d'un événement, autour d'une passion en même temps. On va se faire aimer au travers d'une valeur qu'on partage, et on va faire agir, on va faire passer à l'action certaines personnes, parce qu'on leur a donné tellement de valeur avec plein de participants, que y a un moment, ils vont passer à l'action. Et ça, c'est formidable. Et c'est là où je trouve que le sommet virtuel dans le branding, il n'est pas assez utilisé, véritablement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, oui, on n'a pas cette culture-là en Europe, et merci. Déjà, on n'a pas la culture du branding, pas assez, à mon goût. Mais en plus, utiliser les leviers de sommet virtuel pour renforcer ce côté branding, pour renforcer le partage de valeurs, l'ADN qu'on a, la personnalité de marque, etc. C'est complètement démentiel. C'est un levier qui est incroyable, et merci de nous le faire partager, de le développer en Europe, parce que il manquait véritablement. Quand on voyait des événements aux États-Unis qui étaient fous, qui étaient communiqués 6 mois avant. Je te partageais un exemple il y a peu de temps. C'est au mois de septembre, au mois d'octobre, on va avoir le Hard World aux États-Unis, donc qui est un sommet virtuel, l'un des plus gros, à ma connaissance, dans le monde du business en ligne. Parce qu'il a des têtes d'affiche, mais les plus grosses aujourd'hui, c'est un événement, mais je sais pas combien, il y a de dizaines, centaines, milliers de personnes qui vont participer à cet événement, donc le Ad World, et ils ont commencé à communiquer dessus. Donc c'est octobre, me semble-t-il, il y a au moins 3 mois. Donc c'est une communication sur au moins entre plus de 6 mois. C'est là où on voit que, en termes branding et en termes levier, aujourd'hui c'est du lourd. Surtout avec la Covid, j'imagine qu'il y a dû avoir une prise de conscience sur le sommet virtuel qui... Alors, je vais faire un parallèle, même si c'est pas un sommet virtuel, mais aujourd'hui, quand des grands entrepreneurs comme Tony Robbins changent leur manière de communiquer ou leur manière de créer un événement
parce qu'ils ont des événements aujourd'hui, des produits qui sont des événements sur 3-4 jours physiques, mais qui sont obligés à cause de la pandémie de changer de style, et je prends Tony Robbins, Franck Nicolas qui en a fait un dernièrement et qui le fait en physique, bah forcément que ça donne l'impulsion, en tout cas je pense, je sais pas si tu vas nous confirmer, mais ça donne l'impulsion, ça donne le développement sur ces sommets virtuels, et ça nous fait prendre conscience que c'est un formidable levier pour se faire connaître, pour développer un sujet, pour développer une passion, et qui rentre complètement en parallèle avec l'image de marque, avec le branding. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Mathéo ? Non, mais j'adhère complètement, et je vais me permettre de ricocher sur quelques éléments que tu soulignes. Par exemple, tu parlais de l'événement AdWorld qui va avoir lieu en fin d'année. Il y a déjà eu une édition l'année dernière. Pour vous donner un ordre d'idée de l'impact que ça peut avoir, il y avait 110 intervenants et on était sur, alors j'ai pas le nombre d'inscrits, mais 50 000 participants en direct. Donc imaginez juste 50 000 personnes. Et c'est là la puissance des sommets virtuels, c'est parce que imaginez réunir 50 000 personnes en physique. C'est pas du tout la même contrainte, alors que là, les 50 000 personnes, en soi, j'ai mon ordinateur, en même temps, en simultané. J'ai mon ordinateur, je peux le faire. J'ai une connexion Internet, je peux le faire. Il faut l'outil qui supporte derrière, bien évidemment, mais j'ai envie de dire, un YouTube fait le travail. Mais même limite avec un téléphone portable, vous filmez, voilà, ce sera pas le plus pratique, mais c'est possible. Et c'est juste hallucinant ce qu'on peut faire. Tu donnais l'exemple de Tony Robbins, c'est marrant parce que je me suis inscrit à son prochain événement pour voir comment ça se passait un peu de l'intérieur. Mais encore une fois, si vous regardez les États-Unis, c'est devenu, je vois plus de sommets virtuels que de webinaires, par exemple, tu vois, aux États-Unis. Donc c'est pas pour rien. J'ai appris de par ma petite expérience, et on me l'a répété à plusieurs reprises, que les États-Unis, en termes marketing, business, dans beaucoup de choses en général, et même sur la mode, etc., ils avaient quelques années d'avance sur nous. Donc tout porte à croire que si aujourd'hui les sommets virtuels sont tant développés aux États-Unis, ça commence déjà à arriver en France avec Franck Nicolas, etc. Mais ça va être encore mieux, j'ai envie de dire, dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Il y a déjà eu un gros boom avec le Covid où on s'est tous retrouvés sans solution, plus de rassemblements possibles. Pour certains comme Franck Nicolas, organiser des séminaires, c'est leur activité quasi principale. Il fallait trouver des solutions, et c'est là qu'on s'est rendu compte que les sommets virtuels, les séminaires en ligne existaient. Et là, aujourd'hui, on se rend compte en plus que c'est vraiment un format qui est intéressant, et que même après le Covid, ce sera un format qu'on pourra quand même garder, parce que de un, c'est super rentable pour les entreprises parce qu'elles ont beaucoup moins de charges, il n'y a pas de salle à gérer, il n'y a pas trop de personnel à avoir, pas de sécurité, bref, il y a beaucoup moins de logistique. Et de deux, pour le participant, c'est génial parce qu'il peut y participer depuis chez lui, il n'a pas besoin de payer un hôtel, les billets en général pour ces événements sont vendus beaucoup moins cher que pour des événements physiques, donc tout le monde y gagne. Bien sûr, on est d'accord, pour certaines choses, ça vaut pas un événement physique, pour le contact humain, etc. Je demande pas de supprimer les séminaires. Moi, je serai le premier participant aussi quand il y en aura de nouveau en physique. Non, mais ça a d'autres avantages, ouais. C'est ça, ça ouvre des possibilités. Aujourd'hui, n'importe qui peut, grâce à un sommet virtuel, organiser son propre séminaire sans avoir besoin d'avoir 15 000 € de côté pour louer une salle, et avoir du staff et faire un premier event physique, quoi. Exactement, je suis entièrement d'accord. Je montre un exemple, on parlait de AdWorld, je voulais véritablement montrer, alors là je l'ai fait un petit peu en live, voilà, mais je voulais montrer, voilà, ça c'est ce qu'on parlait, donc en effet c'est au mois d'octobre, le 27-29 octobre 2021, là on est véritablement sur un sommet virtuel, un gros, hein, on va le dire, ah oui. un des plus gros dans le business en ligne. Aujourd'hui, c'est, comme tu le disais, c'est plus de 50 000 en même temps participants, c'est plus de 100 intervenants dans 150 pays, 50 000 participants en même temps. C'est, quand je dis participants, voilà, pas des speakers, hein, qu'on soit d'accord. Pour toi, c'est par rapport à ce que tu connais en termes de chiffres, ça peut correspondre à combien en termes de chiffres d'inscrits à la base ?
Ça dépend de l'engagement, de la qualité de l'audience, etc. Mais on peut espérer que sur les inscrits, il y a entre 5 à 30, 40% grand max de personnes qui y participent. Sur 1000 personnes, il peut y avoir entre 50, 100 à 300, 400 personnes qui viennent, quoi. Ça dépend, ça passe justement par le travail que vous mettez en place pour maintenir l'énergie de la personne une fois qu'elle s'inscrit, etc. C'est pour ça que des fois, entrer une stratégie de facturer un tout petit prix, ça permet de maintenir un engagement qui est important. Ça, il y a plein de stratégies. Il y a des sommets virtuels qui sont vendus à 9 € la place, par exemple, aujourd'hui. Et juste le fait que la personne ait besoin de sortir sa carte bleue, même pour ce montant qui équivaut à 3-4 cafés, ça permet juste d'engager peut-être plus les personnes. Après, il y a des stratégies derrière. Il y a beaucoup d'autres facteurs, tu vois, je vais peut-être pas rentrer dans le détail, qui rentrent en jeu sur le taux de participation par rapport au nombre d'inscriptions. Bien sûr, non, mais c'est normal. Voilà. Comment, en moyenne, il faut... Alors, c'est vraiment pour donner des notions, hein, parce que c'est quand même aujourd'hui, ce que tu fais, c'est pas commun pour beaucoup. Il y en a beaucoup qui ne connaissent pas, ou qui connaissent, mais de loin. Alors que c'est un véritable levier. Je vais avoir plein de questions. Voilà, l'idée c'est de répondre vraiment rapidement si tu peux, yes. et pour donner une prise de conscience à des entrepreneurs. En combien de temps aujourd'hui on peut organiser, voilà, Alors déjà, je vais partir sur une première question, je pense qui est très importante. Aujourd'hui, quel est le budget minimum pour organiser un sommet virtuel ? 0. Tu peux clairement le faire gratuitement. Tout seul. Après, si on passe par toi, j'imagine que forcément il y a une prestation. Est-ce qu'il y a besoin d'une trésorerie de base ? Est-ce que aller de l'ordre plutôt de 1000, de 5000, de 10 000 ou d'1 million ? Je prends des chiffres au hasard, mais c'est voilà. Donc, la première notion, c'est déjà pour organiser un sommet virtuel, si on est un entrepreneur, si on le fait soi-même, ça coûte 0. Ça coûte 0. Ce sera pas peut-être dans les conditions top, en tout cas, enfin, c'est faisable dans le sens où aujourd'hui, par exemple, vous avez des réponses. On va dire que le starter pack qu'il faut pour faire un sommet virtuel, c'est de quoi faire une page d'inscription et récolter des emails pour pouvoir envoyer des emails par la suite, et avoir une chaîne YouTube où on peut diffuser dessus et utiliser cet outil-là gratuitement pour diffuser son événement. Et en outil, on utilise OBS, des petits outils comme ça pour envoyer flux vidéo à YouTube. Là, ça nous coûte rien du tout. Bien sûr, si après on va sur des milliers de participants derrière et tout, les outils ils accepteront pas, faudra payer, mais c'est relativement peu cher. Si je prends l'exemple par exemple du dernier sommet qu'on a organisé, sans parler de l'accompagnement que la personne a pris avec moi, mais ça lui a coûté peut-être en termes d'outils, 150-200 € pour faire un événement avec 700 personnes en ligne et 9 000 participants, inscrits. Ce qui fait 9000 leads, là pour le coup, il faut revenir à des choses importantes, c'est que pour un entrepreneur comme ça fait 9000 emails dans l'autorépondeur qui peut relancer juste derrière pour un coût de 200 € ou 150 € que tu as dit. Alors on ne compte pas là pour le coup, mais juste en termes d'outils si quelqu'un veut le lancer tout seul. Ok, en moyenne, ça coûte combien si on veut un sommet virtuel, on va dire, assez sympathique, organisé, et qui rentre dans les clous et on veut pas trop se fatiguer? C'est quoi la moyenne? On est plutôt dans les 1000 €, 5000 €, 10 000 €? C'est vraiment une fourchette, hein, c'est pour... voilà. Ouais, alors une fourchette, on sera entre 1000 à 3000. Pour vraiment faire le top du top en termes d'outils. La grosse partie du budget, ça va être l'outil où vous allez pouvoir créer votre page d'inscription et gérer vos emails derrière. Parce que si on prend par exemple le logiciel pour récolter 9000 adresses mail et pouvoir envoyer des emails derrière, et là c'est pas gratuit, suivant le logiciel qu'on utilise, ça devient rapidement cher. Après on est sur un système d'abonnement mensuel. L'autre tarif qu'il y a aussi, qui peut vite devenir onéreux, c'est si on veut pas diffuser sur YouTube et vraiment faire un événement privatif uniquement réservé, voilà, c'est ça. Faut des outils type qu'on peut utiliser pour les webinaires, mais comme c'est un événement où c'est sur plusieurs jours et plusieurs heures par jour, souvent, ça va nécessiter d'avoir des outils qui soient performants.
C'est-à-dire que c'est pas non seulement des outils qui sont capables d'accueillir un webinaire, là non, c'est des outils qui sont capables d'accueillir une véritable émission sur plusieurs jours, tu vois. Et donc ça peut très vite chiffrer. Après, c'est sur des demandes très concrètes, tu vois. Honnêtement, c'est pas ce que je recommande pour un premier sommet. Ça dépend le statut de la personne, encore une fois. Mais c'est vrai qu'il y a moyen de faire de belles choses. Après, on parle pas d'ads ou de publicité ou quoi que ce soit à ce niveau-là. Mais pour faire un très bon événement, et encore 3000, je pense on est loin, mais 1000 à 2000, on fait non, mais ce qui est très, fou, très belles choses. c'est ça qui est fou, c'est que, et là, c'est pour ça que je te pose ces questions, c'est pas pour savoir combien tu coûtes, pas du tout. Parce que je te pose ces questions, c'est pour dire, voilà, vous voyez, souvent on demande des leviers de branding ou comment on peut diffuser sa valeur, sa notoriété ou son autorité. Là, vous avez un des plus beaux leviers qui existent en branding, qui vous coûte on va prendre 1000 €, voilà, pour dégrossir. Vous êtes, même si vous êtes un entrepreneur aujourd'hui pas connu, vous prenez ce levier-là et ça peut, de manière organique, vous faire 1000 adresses email dans votre contact en quelques jours. Parce que c'est la moyenne aujourd'hui du nombre d'inscrits que tu as. T'as même beaucoup plus, vu que tu touches les 9000, 10 000 inscrits. Mais on va dire, la petite moyenne, et je prends la petite moyenne, c'est déjà la plus petite base, c'est 1000 inscrits. Tu confirmes, Mathéo ? Ouais, c'est ça. Et qu'aujourd'hui, et je peux vous le dire, parce que j'accompagne des entrepreneurs, et moi-même, forcément, j'ai démarré dans ma base Active Campaign avec 0, pour atteindre les 1000 contacts dans sa base email, ça demande du temps, mais beaucoup de temps, si vous passez uniquement par l'organique. En moyenne, pour certaines personnes, 1000 emails, ça peut demander 1 an. Ça peut demander 6 mois, comme 1 an. C'est la moyenne, c'est entre 6 mois et 1 an de ce que je vois. Et là, avec un sommet virtuel, ça vous demande quelques semaines ou quelques jours de communication. C'est incroyable. Par rapport au coût, surtout, c'est complètement démentiel. Mais au-delà du leads, c'est la valeur perçue que vous allez diffuser, la valeur ajoutée que vous allez partager, c'est le contact que vous allez faire avec tous ces professionnels ou non. En fait, ça check toutes les cases du bénéfice, du branding, et c'est complètement incroyable. Et je pense qu'aujourd'hui, à mon avis, un petit peu le méchant sur lequel tu te bats, c'est cette conscience, c'est ce côté où on a une conversation, où on a des idées reçues sur ça coûte cher, c'est réservé uniquement aux élites, ça rapporte rien, etc., etc. Parce que j'imagine que tout le monde aujourd'hui en Europe a ces idées reçues-là. Bien sûr, et moi je fais face toujours à ce genre d'objection quand je discute avec des potentielles personnes intéressées. Et c'est toujours intéressant, mais justement, je travaille pour montrer, ne serait-ce, et c'est pour ça cette interview va aussi y contribuer, et je te remercie encore de me donner l'opportunité, mais montrer que ça demande pas énormément de ressources. La plus grosse ressource que ça demande, et je voudrais pas vendre de rêve par rapport à ça, mais je pense que ça en vaut largement la chandelle, c'est du temps. Donc on peut réduire ce temps-là que ça demande, notamment en se faisant accompagner, en ayant une petite équipe derrière. Justement, aujourd'hui, si vous passez par Mathéo, pour le coup, ça vous demande pas de temps. Voilà. Excuse-moi, vas-y, continue. Mais c'est ça. Et aujourd'hui, si vous voulez faire un bon sommet virtuel qui soit stable, qui soit pro, il faut compter 8 semaines, voire 8 à 10 semaines de préparation. Pas à temps plein, mais à 3/4 de votre temps, ce sera l'organisation de cet événement-là. Peut-être que, et là sans doute vous allez vous dire encore une fois, mais ouais, c'est énorme, je ne peux pas me focus 2 mois que sur organiser un sommet virtuel. Mais maintenant, David, tu l'as très bien souligné avant, il faut bien se dire que, est-ce qu'il vaut mieux se focus 2 mois sur un événement qui va vous permettre de gagner 1000 leads, ou se focus 2 mois sur réaliser des vidéos YouTube qui vont vous faire gagner 40 leads en organique en 3 mois, par exemple. C'est un exemple que je donne pour illustrer, mais c'est une réflexion intéressante à se poser.
Je suis entièrement d'accord. Et en fait, c'est tout simplement parce qu'on connaît pas, parce qu'on sait pas. Et quand on sait pas, bah forcément, on va pas chercher parce qu'on nous dit fais ci, fais du webinaire, fais ci, vends de la formation, fais ça, fais du lead magnet. Bon, je pourrais t'en citer des centaines de leviers, mais on nous dit jamais fais un sommet virtuel. Ah ouais, ben là, je vous le dis, faites un sommet virtuel et en termes branding, allez-y, quoi, sautez dessus. Et si vous avez pas le temps, il y a Mathéo pour ça et c'est pas des budgets qui sont ultra conséquent. Après, bien sûr, si aujourd'hui vous voulez faire avec les comme là on vous a montré Hardworld avec plus de 100 speakers, 150 pays différents et vous attendez à 50 000 participants en même temps en live, forcément, là ça demande plus de coûts, ça demande plus de budget, mais voilà, c'est savoir ce qu'on veut. Si votre objectif c'est de récupérer 1000 emails, allez-y, let's go, quoi. Démarrez maintenant. Contactez maintenant Mathéo. Allez sur mathéoroux.com et vous allez voir que il sera plus simple de faire il sera beaucoup plus simple de faire un summit en ligne que de préparer un lead magnet où on ne sait pas comment commencer, de le diffuser et de faire tout le contenu. Et pourtant, j'ai une agence de contenu organique, hein, donc vous voyez, mais je pense qu'il sera beaucoup plus simple de faire un summit en ligne que de faire de la création de contenu, de diffuser du contenu pour faire un appel à l'action vers un lead magnet qui, lui, va récupérer des emails. Et puis, voilà. Quelque chose, si je peux insister sur ça, David, c'est on a pris l'exemple d'AdWorld qui est un monstre de sommet virtuel. Vous n'êtes pas obligé de faire un événement comme AdWorld vous n'êtes pas obligé d'organiser un sommet avec 100 intervenants. On a aujourd'hui des personnes qui font ça avec 10 intervenants, 15 intervenants, et ça marche très bien. Je prenais l'exemple du sommet là, qu'on avait récemment organisé où il y avait 9000 inscrits. Il y avait 13 ou 14 intervenants, je crois. On n'a pas fait un truc comme AdWorld, parce que après tout est question d'objectifs derrière et de moyens. Et c'est déjà énorme, c'est clair, parce qu'il faut les traiter après les 9000 emails. Admettons, sur les 9000 emails, moi je rentre pas sur ce process-là après, mais va y avoir des ventes de produits suivant ce que vous faites. Si vous vendez des produits physiques, des produits digitaux, derrière des programmes d'accompagnement par exemple pour les coachs, faut traiter. Et là on se retrouve à une problématique, très souvent ce qui se passe avec mes clients, où on a presque trop de clients et maintenant devient la problématique du comment scaler et gérer les process derrière de comment traiter une grosse masse de clients. Donc ça devient des bons problèmes. Je confirme. Je vais vous donner je confirme parce que je vais vous donner l'exemple qui est très concret, qui date d'il y a à peine une semaine. Mathéo m'invite à son dernier sommet qui était sur le business en ligne, qui est pas véritablement mon avatar, mais j'avais envie de partager de la valeur, c'est-à-dire c'était plutôt des personnes qui étaient dans la prise de conscience du business en ligne ou dans le début de leur business en ligne pour justement savoir comment devenir pérenne. Donc j'y suis allé pour partager la valeur parce qu'à chaque fois qu'on m'invite, c'est avec plaisir et surtout avec Mathéo. Et derrière, malgré que j'ai pas une offre adaptée à cet avatar-là, j'ai eu des appels de découverte, on veut travailler avec moi, etc., etc. Et pour ça, c'est parce que simplement j'ai fait une intervention d'1 heure. Donc là, c'est pour vous dire que un sommet virtuel, forcément, je disais qu'il y avait 3 leviers, 3 objectifs en branding, se faire connaître, se faire aimer et faire agir. Ça a répondu exactement aux 3 objectifs. Et encore, j'étais pas non plus le représentant qui était véritablement adapté. Je pense qu'il y avait bien d'autres représentants qui étaient adaptés par rapport à ce type d'avatar, parce qu'on a une offre en fonction du type d'avatar. Demain, quand j'aurai ma formation, ce sera complètement adapté, et je pense que je ferai 10 fois plus de clients juste avec ton événement que tu as fait. Donc, c'est là, et là, je ne l'ai pas organisé en plus, c'est Mathéo qui l'a organisé. Là, j'étais juste en tant qu'intervenant, mais il nous a laissé la possibilité de faire un appel à l'action. C'est là où on voit la puissance du sommet virtuel, qui est complètement folle et qui n'est pas du tout assez pris au sérieux en Europe
et notamment en France. Donc merci à toi pour diffuser ce message-là en termes d'image de marque, car c'est un des plus beaux leviers aujourd'hui en termes d'image de marque, et je le dis en étant coach en branding et en ayant une agence dans la création de contenu. Donc forcément, bravo. Tu as dit, en moyenne, c'était... Donc, en termes de budget, on a dit entre 0, 3000, voire 5000 si on veut faire des magnifiques choses. Donc, c'est accessible à beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui. En termes de temps, tu nous as parlé d'une moyenne de 6 semaines, c'est ça ? 8 à 10 semaines, ouais. Alors, il faut savoir que, juste pour donner un exemple, c'est faisable en 4 semaines, on l'a testé, et typiquement, le sommet auquel tu as participé, David, que j'ai récemment organisé, on s'était justement lancé le challenge de le faire dans un délai plus réduit. On s'est rendu compte que c'était faisable. C'est vrai. C'est vrai, en plus, je t'avais contacté assez tard, mais justement, c'était l'objectif de voir si réellement il y avait besoin d'autant de temps. Et on arrive à la conclusion que je vais partager ici avec grand plaisir, qui est que c'est largement faisable de le faire dans un temps plus réduit, en l'occurrence 4-5 semaines. Ce sera beaucoup moins confortable, par contre. Moi, en fait, le délai de 8 semaines, je le prends parce que c'est le bon compromis pour à la fois organiser un événement qui soit génial, qui soit opérationnel, qui soit professionnel, qui permette à la personne de continuer à faire tourner son entreprise, parce que c'est important que quand on organise un sommet virtuel, il y a d'autres pôles de l'entreprise qui doivent continuer à tourner. Et si on prend l'exemple des professionnels, il faut qu'ils continuent de délivrer leurs clients, il faut qu'ils continuent de gérer leur équipe pour ceux qui ont une équipe, il faut continuer de se former, il faut continuer de répondre aux emails, toutes ces choses-là. Et donc, c'est vraiment le bon compromis, 8 semaines, pour avoir du temps pour soi, que ce soit personnellement aussi, par exemple, pour faire du sport, souffler, profiter de ses proches. Moi, en l'occurrence, pendant les 4 semaines, j'ai réussi à le faire en 4 semaines très bien. Ma vie perso, c'était pas la même chose, tu vois. C'était volontaire, encore une fois, c'était pour expérimenter. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je me permets c'est ça, et c'est que je me permets de conseiller 8 semaines, de prévoir 8 à 10 semaines, parce que c'est vraiment le bon créneau pour faire ça de façon confortable, parce qu'il faut bien garder en tête que, et ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué avec l'expérience aussi, vous allez avoir le même stress et les mêmes problèmes qu'avec un événement physique, entre guillemets. Dans le sens où, et ça je m'en rends compte à chaque événement, il va y avoir des imprévus, mais ça fait partie du jeu et on a moyen de les minimiser. Ça peut être par exemple un intervenant qui doit venir en direct et il a du retard, du coup vous devez temporiser, et c'est des choses toutes bêtes comme ça qui sont intéressantes à gérer. C'est là qu'on se rend compte, tu vois, que ça s'apparente sur certains points à un séminaire physique, sans beaucoup d'inconvénients. Ouais, au niveau de la durée, 8 à 10 semaines, c'est ce que je recommande. Maintenant, rien n'est impossible. On peut faire un sommet virtuel en une semaine. Voilà. Après, tout dépend dans quelle taille sera derrière, tu vois. Bien sûr, tout dépend de l'objectif qu'on s'y met, le challenge qu'on s'y met. Je suis entièrement d'accord. Mais ce que je voulais signaler, c'était que c'était possible financièrement, c'est accessible à tout le monde. C'est possible de le faire pour tout le monde, même si on est un entrepreneur. Parce que je suis sûr qu'il y en a plein qui nous regardent, qui nous disent « Non mais moi je suis personne pour en faire un. Oui mais moi ça sert à rien que j'en fasse un. » Alors si ça te sert, parce que comme on l'a dit, dans ton image de marque, dans ton branding, dans ton autorité, dans ta notoriété, dans le fait de récupérer beaucoup plus rapidement des emails, ça va te servir. Ça va même certainement te coûter moins cher que créer du contenu organique. Et fais-le et tu vas le faire en moins de temps, même si tu penses que 6 semaines c'est long, mais aujourd'hui, il faut au moins 6 mois pour récupérer 1000 adresses email en moyenne. Je dis bien en moyenne, il y en a qui font beaucoup plus avec de l'ADS. Mais en organique, il faut au moins compter 6 mois. Donc, il y a tous les atouts, et c'est pour prendre conscience que à n'importe quel entrepreneur, même si tu es un entrepreneur là que tu nous regardes, où ça fait 6 mois que tu as commencé, c'est pour toi, quoi, le sommet virtuel. Aussi, au contraire, je te dirais même plus, si tu n'es pas connu, ça va te permettre de te faire connaître le sommet virtuel, et contrairement à quelqu'un qui est déjà très très bien connu, bon bah ça va juste asseoir son autorité, mais là quelqu'un qui est pas connu, ça va l'envoyer vers l'espace, vers la lune, et c'est pour ça que je recommande le sommet virtuel. Et puis si je peux rajouter quelque chose, David, c'est un point intéressant qu'on n'a pas eu l'occasion de souligner, il me semble.
c'est vraiment un échange gagnant-gagnant-gagnant. Pourquoi je dis ça? C'est parce que les participants, ils viennent, ils ont droit à un maximum de valeur, ils sont gagnants, ils arrivent, tous s'ils ont laissé, c'est leur adresse mail. Peut-être qu'ils vont acheter, peut-être qu'ils vont pas acheter. Dans tous les cas, ils ont accès à beaucoup de valeur gratuitement. C'est gagnant pour l'organisateur parce qu'il va rencontrer plein d'intervenants avec qui il était peut-être pas forcément en contact. Il va récolter plein d'adresses email, générer du chiffre d'affaires. On a déjà parlé des avantages tout à l'heure. Et c'est aussi gagnant pour les intervenants parce que on est tous en recherche de visibilité. On cherche tous à apporter de la valeur, à aider, à communiquer notre message. Et moi, par exemple, tu donnais une croyance qu'on a souvent et que je suis sûr qu'il y en a qui peuvent avoir devant cette interview, c'est OK, si j'organise un sommet virtuel, j'arriverai jamais à trouver des intervenants qualitatifs. Et vous imaginez pas combien de fois j'ai pris des claques quand j'ai reçu des oui d'intervenants que je pensais inaccessibles. Parce qu'encore une fois, c'est gagnant-gagnant. Ils gagnent autant que vous à venir participer à votre événement. Je prends exemple pour moi aujourd'hui. Moi, vous venez me proposer de participer à votre événement. Bien sûr, ça dépend du sujet. On parlait d'élevage canin. Je suis peut-être pas apte à intervenir sur ce sujet-là. Mais moi, je suis toujours ouvert, par exemple, et toi aussi, David, je suis sûr, à participer à des événements parce que c'est toujours l'occasion de se montrer, c'est toujours l'occasion de communiquer son message. Ça nous demande, en général, relativement peu de temps dans le sens où il suffit, entre guillemets, de préparer juste une masterclass. Ça peut prendre du temps, mais j'ai envie de dire, une fois que c'est fait, après, vous n'avez pas tout l'événement à organiser, vous avez juste à venir délivrer votre contenu, vous pouvez repartir derrière et vous n'avez plus rien à gérer. Donc c'est vraiment gagnant pour les trois types de personnes qui contribuent à un sommet virtuel. Et ça, c'est rare dans des leviers marketing et dans des leviers marketing et d'image de marque. C'est très très rare quand véritablement ça répond OK et ça répond dans un format win-win à tous les participants. Il y en a souvent un qui est laissé sur le carreau, alors que là, pas du tout, et ça apporte énormément de valeur. Donc non, c'est bien de faire ça, je trouve, et t'es sur un super marché. Aujourd'hui, il y a trop peu de monde sur ce marché. J'imagine qu'après cette interview, tout le monde va se mettre dessus, mais ça fait 25 sommets que déjà Matteo organise, et tu sais qu'aujourd'hui, il a une sacrée expérience, il s'est formé avec des grands. Pour finir cette interview, quelques questions rapides. Matteo, quelle est ta marque préférée? Ma marque préférée? Et pourquoi? Apple. Ok, pourquoi? Pour la simplicité, la façon dont ils communiquent avec leurs clients. Dans le sens où j'étais anti-Apple avant. Je réponds très vite, comme j'ai bien compris que c'était réponse rapide. J'étais anti-Apple parce que j'avais l'impression que c'était un peu une secte, tu vois, qui voulait vraiment nous convertir, nous aspirer le cerveau. Et en fait, non, ils proposent juste ils construisent une famille, en fait. Quand on appartient à une famille, on appartient à un écosystème. Aujourd'hui, j'ai tout Apple, j'ai des écouteurs Apple, j'ai un Mac actuellement, j'ai un iPhone. Et c'est vraiment un gain de temps. J'aime beaucoup leur façon de communiquer, c'est très dynamique. Ils sont très proches de leur audience. Ils proposent toujours des produits qui font toujours un énorme bruit sur le marché. Et c'est une perpétuelle source d'inspiration et je m'en lasse pas depuis que je suis dedans. Ok, mais c'est une marque. Je pose cette question très régulièrement à mes invités et généralement à 80% on me répond cette marque-là. Ah, c'est intéressant. Je pense qu'il y a un gros derrière. Ouais, il y a une grosse source d'inspiration pour beaucoup. Si je te dis PlayStation, Xbox, Switch, PC, tu me réponds? Concurrent. D'accord. Et il n'y en a pas une où t'es plutôt... Moi, je t'aurais pour PlayStation direct. Ok, t'es plutôt PlayStation. D'accord. Pourquoi? Non, mais je veux dire par là, aujourd'hui, c'est entre PlayStation, Xbox, peut-être la Switch qui est un petit peu différente, mais on est à peu près sur les mêmes caractéristiques, mais les valeurs sont différentes, et c'est ça qui crée une marque aujourd'hui, c'est la philosophie qu'il y a derrière, on le dit. On n'achète pas vos produits pour les caractéristiques, mais on achète vos produits pour ce qu'il y a derrière, pour la philosophie, pour l'intention que vous y mettez. Pourquoi PlayStation? À la base, c'est la première console que j'ai eue qu'on m'avait offerte, où j'avais pas spécialement envie d'en avoir une. Et j'ai déjà essayé de partir sur autre chose et c'est un peu difficile à expliquer, mais j'arrivais pas à retrouver cet écosystème, cet environnement que j'avais sur PlayStation. Ce que j'aime beaucoup chez PlayStation, c'est la façon dont sont amenées les choses. Ils ont
bon, ils avaient beaucoup d'exclusivité. J'y suis plus trop maintenant, je t'avoue, mais ils avaient beaucoup Oui. d'exclusivité sur les jeux vidéo, des choses comme ça. Ils avaient un peu ce que j'aimais chez Apple. Ils avaient une façon de communiquer qui était très intéressante. L'interface de leur console, j'y adhérais beaucoup mieux. Et pareil, le design, ne serait-ce que de la console, qui était vraiment minimaliste, cubique, on va dire, simple, j'y adhérais beaucoup plus que par exemple à la Xbox, où c'est mon point de vue. Je trouvais que c'était un gros frigo, tu vois, ou un truc comme ça, tu vois. Mais là où je trouve intéressant, c'est que c'est ce que t'as dit. T'as dit c'était l'une de mes premières consoles. Ça veut dire que si demain, et ça t'es pas le premier. Je veux dire, si la première chaussure qu'on achète c'est une Nike, généralement on va reconsommer Nike. Si le premier ordinateur c'est un Apple, généralement on va reconsommer Apple. Donc, je veux dire par là que c'est intéressant dans cette question, c'est que oui, par exemple, et là pour le cas de Matteo, si aujourd'hui vous êtes dans la mémoire des gens parce que, par exemple, pour Matteo, là, il est sur un marché où s'il se développe, et il est en train de se développer très rapidement, il va être leader de son marché, ce qui fait que à chaque fois que quelqu'un va vouloir créer un événement virtuel, un sommet virtuel, ça va être pour la première fois Matteo, on va recommander Matteo, et au final, on va que consommer Matteo parce que ça aurait été une belle expérience si, logiquement, il délivre bien, et c'est ce qu'il fait. Donc, quand vous faites les choses, faites-le pas pour vous, et uniquement pour vous, pour vendre, mais faites-le pour délivrer une expérience utilisateur. Pourquoi ? Vous voyez, Matteo, sa première expérience utilisateur, c'était une PlayStation, et depuis, il en a racheté, du moins, c'est ce qu'il utilise, parce que ça part d'une chose, l'expérience utilisateur. Laissez une trace dans la mémoire de vos clients, laissez une trace dans la tête de vos clients, une belle trace, une belle expérience utilisateur, et c'est ce qui fait qu'ils vont revenir sans arrêt, quoi. C'est ça, et puis si je peux te donner un exemple, j'étais un pro Samsung depuis que j'étais tout petit, parce que mon premier téléphone c'était un Samsung. J'étais que sur Samsung parce que j'adorais vraiment, j'étais fan. Les nouveaux téléphones, je les avais à chaque fois. Et un jour, comment ça s'est passé ? Samsung avait une bonne expérience utilisateur, je dirais, du moins qui me correspondait bien. Mais je dirais que de mon point de vue, qu'en fait, l'expérience utilisateur d'Apple a été mieux. Un jour, je sais pas pourquoi, j'étais dans un centre commercial, je passe devant un Apple Store. Et je trouvais que ça m'intriguait la façon dans laquelle c'était fait, des gens qui t'attendaient à l'entrée avec une tablette super bien habillée. Et je me dis, tiens, je vais juste rentrer dans l'Apple Store. Et je rentre. Déjà à l'entrée, quelqu'un me demande qu'est-ce qu'on peut faire pour vous. Je dis, je vais me renseigner pour un MacBook, par exemple. Ils me disent, très bien, il y en a un, il y a quelqu'un, bonjour, je m'appelle Charlie, je vais vous accompagner. Et en fait, le gars, il t'accompagne, il répond à toutes tes questions avec toi dans le magasin. Tu veux prendre 1h30, tu prends 1h30. Il te propose un café, enfin... Et là, et je suis resté sur le cul et je me suis dit, mais waouh, c'est qui eux, tu vois. Et à partir de là, j'ai commencé à acheter un iPhone reconditionné pour me dire, tiens, je vais être un bon sceptique, je vais regarder comment ça se passe, parce qu'ils avaient réussi à m'impressionner quand même avec leur expérience. Et je suis devenu complètement fan. Je me suis dit, waouh, mais j'ai reçu mon iPhone, c'est super simple à utiliser. J'ai un problème, on m'aide avec. J'ai dit, bon, allez, je vais acheter un iPad, les AirPods, le Mac, enfin voilà. Et après, là, tant qu'il n'y aura pas quelqu'un qui me proposera une expérience encore meilleure que Apple, tu vois, je vais rester chez Apple, c'est sûr et certain. Forcément, et aujourd'hui, c'est ce que tu essayes, c'est ce que tu fais dans tes sommets pour justement laisser une trace à chaque fois, est-ce que les gens se rappellent de l'organisateur ou de toi ou de l'univers, et c'est là où on voit la force du branding et de l'expérience client. Ça laisse une trace, ça laisse une marque dans la tête des gens, c'est incroyable, et donc on recommande, on achète de plus en plus la même marque. Si tu avais un seul conseil à laisser à tous ceux qui nous regardent, ça serait lequel, Matteo ? Un seul conseil. J'ai pas envie de sortir le conseil classique parce qu'on a déjà tout sortir, mais c'est évident, mais c'est arrêter de réfléchir et passer à l'action, parce que des fois, j'ai remarqué que moi, dans mon parcours, j'ai passé beaucoup de temps à réfléchir sans trop passer à l'action, et qu'au final, les plus grands apprentissages que j'ai pu retirer, c'est le fait de passer à l'action et de faire des tests et d'échouer finalement.
Donc c'est vraiment ça le conseil que je voudrais transmettre, c'est que au bout d'un moment, il faut arrêter de se poser des questions. Moi, j'ai beaucoup eu ce syndrome-là à 16 ans de me dire qui c'est qui va faire confiance à un mec de 16 ans. J'ai dit, au bout d'un moment, j'ai coupé cette petite voie-là. Je me suis dit, de toute façon, je vais y aller, je veux faire ça. On verra bien ce qui se passe. Aujourd'hui, j'en suis là. J'ai vachement progressé, je m'en rends compte. J'ai encore une grosse marge de progression derrière, je m'en rends bien compte aussi. Et je le dois à mon passage à l'action, à l'enchaînement d'échecs, bien évidemment. Mais aujourd'hui, je recherche même les échecs. Tu vois, c'est quelque chose de bête. Mais quand j'ai fait le Webel, là, l'événement dont on parle, que j'ai fait récemment, je me suis dit, je vais tester tous les trucs les plus chauds possibles et on va voir comment ça se passe, tu vois. T'as appris beaucoup grâce à ça. Ouais. Et j'ai pas réfléchi parce que honnêtement, je me suis sorti plein d'excuses avant d'organiser cet événement. Je me suis dit, on va faire ça en 3 à 4 semaines, ça va être trop chaud. Je vais inviter, je vais pouvoir faire avec tel ou tel intervenant. Ça va être trop compliqué. Bam, ok, c'est bon, je me raconte des histoires là. Qu'est-ce que j'ai à perdre, qu'est-ce que j'ai à gagner? Je peux que gagner entre guillemets et perdre un peu de temps. Et même encore ce temps sera transformé en expérience. Je coupe ces petites voies-là, je passe à l'action. Au final, le Webel, ça fait. Gros succès. Au final, c'est ça a été un très beau succès. L'interview qu'on est en train de faire ici, on avait repris contact grâce à cet événement aussi. S'il n'y avait pas eu cet événement, je serais sans doute pas ici avec toi en train de faire cette interview. Et c'est une série d'enchaînements d'événements qui fait que, voilà, le fait d'avoir coupé ces petites voies-là, ça permet d'avancer. Et surtout, qui plus est, quand on est étudiant entrepreneur, c'est le cas dans la vie en général, mais quand on est étudiant entrepreneur, le fait que vous soyez étudiant, moi j'avais 40 heures de cours par semaine, j'ai réussi à faire des choses à côté. C'était pas forcément confortable. Mais voilà, c'est vraiment le truc aussi, no excuses, quoi. C'est à partir du moment où tu t'en donnes les moyens, fais-le. Je pense beaucoup de gens, c'est possible, et là vous avez la preuve devant vous. C'est quoi la suite pour Mathéo Roux? C'est quoi tes objectifs pour 2021, Mathéo? C'est démocratiser le sommet virtuel, les sommets virtuels. J'aime beaucoup parce que voilà, c'est les gens qui découvrent les sommets virtuels, ils ont l'impression de découvrir un nouveau souffle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je disais tout à l'heure, on voit beaucoup les webinaires, on voit beaucoup les listes email, des stratégies au final pour se faire connaître. C'est plus ou moins toujours les mêmes qui reviennent. Tu vois, on pourrait faire une liste de standards de stratégies. Et là, le fait d'amener les sommets virtuels, déjà de 1, ça a apporté des résultats. Sur les 25 sommets organisés, il n'y en a pas un seul pour qui ça a été un flop et qui n'a pas eu des résultats derrière. Et surtout, ouais, c'est montrer qu'avec un sommet virtuel, déjà, c'est une riche expérience humaine, sans parler en termes de ce que ça peut apporter derrière, financier, etc. C'est une très belle expérience humaine. Moi, je trouve dommage, voilà, que quand je vois ce que ça peut apporter sur les États-Unis, voilà, moi, j'aime beaucoup la France, j'aime beaucoup l'Europe, j'aime beaucoup la société qu'on a, l'entrepreneuriat francophone, et je me dis, mais pourquoi on s'en sert pas, quoi? Parce que, encore une fois, ça a des impacts positifs pour les participants, les intervenants, les organisateurs. Donc, tout le monde a y gagné à faire cela, quoi. Super objectif, en tout cas, pour toi. Tu connais la date de ton prochain événement, de ton prochain sommet virtuel? La date précise, je peux pas te la communiquer, mais ce sera sans doute octobre-novembre. Où là on va encore essayer de repousser un petit peu les limites, mais voilà, ça nécessite beaucoup de travail. Aujourd'hui, j'ai la chance aussi de plus être seul. C'est une grosse fierté, ça aussi, d'avoir encore une petite équipe qui commence à travailler pour moi derrière. Donc le prochain sommet virtuel, c'est fin 2021 que c'est prévu en tout cas. Ok. Pour toi, tu parles ou pour... pour moi, ouais. Pour moi, le prochain sommet virtuel des clients, j'en ai 2 fois par jour en ce moment, tu vois, pour discuter de projets. Pour le prochain sommet, là, c'est à la fin du mois. Fin du mois, prochain sommet virtuel pour des clients. Donc, tu es sans arrêt dans l'organisation de contacter les clients, de communiquer le sommet, etc. etc. C'est ça. Et si tu veux, il y a par contre, sur les sommets virtuels, il y a une petite... j'ai remarqué, c'est ce que je fais de plus en plus, mais après ça aussi c'est quelque chose qu'on va pouvoir changer sur le marché. Hein. Mais il y a une petite trêve en général sur ce genre d'événements sur le mois de juillet et d'août. C'est-à-dire que c'est pas forcément quelque chose que je recommande d'organiser un sommet virtuel en plein été, qui plus est en période de Covid, parce que c'est un mois où on est beaucoup plus dehors. Il y a beaucoup de personnes qui prennent leurs vacances à cette période de l'année. Les entreprises ferment beaucoup pendant le mois d'août, par exemple, pour
ou pour partir en vacances, se reposer, etc. Et du coup, les gens sont beaucoup moins sur Internet, sont beaucoup moins à regarder leur boîte email, ces choses comme ça. C'est normal. Ouais. Donc, voilà, c'est déjà, un peu la pause qui va arriver là. Ça te permet de te reposer, déjà. C'est bien, il en faut. Et puis ça permet d'organiser pour la rentrée des sommets c'est surtout ça, ouais. Fabuleux. Merci Matteo pour cette interview j'ai pris un super plaisir vraiment à faire cette interview. Je dois dire que j'ai voulu la faire pour plein de valeurs que tu transmets et surtout en plus pour indiquer que c'est possible. Matteo, encore une fois, a 19 ans, hein, n'est-ce pas? Tu confirmes? 19 ans, il a commencé à se former et à être entrepreneur à l'âge de 16 ans officiellement, on va dire, d'une partie administrative. Yes. Et vous voyez que c'est possible et qu'aujourd'hui, parce que j'y crois et parce que je m'en doute, et il y a tous les curseurs pour que Matteo, cette année, en fin d'année, devienne leader de son marché. Et vous voyez, il a que 19 ans. Donc vous pouvez le faire. Que vous ayez 19, 20, 25, 50 ans, vous pouvez le faire. C'est tout simplement qu'il y a un moment donné, Matteo est tellement passionné par ce qu'il fait et qu'il veut apporter tellement de valeur et qu'il a une intention tellement belle que forcément, ça ne peut pas être voué à l'échec. Forcément, à partir de ces 3 caractéristiques, ça ne peut que être vers le succès. Je vais finir par une dernière chose, c'est que on vous prépare, bien entendu, tellement j'apprécie ce que Matteo fait, on vous prépare une surprise pour la rentrée sur le sujet du branding. Vous l'aurez compris avec le sujet de cette interview, on vous en dit pas plus, restez connectés. En attendant, prenez soin de vous, reposez-vous cet été. Merci à toi, Matteo, énormément. Et j'espère, de toute façon, à très bientôt. Merci à toi, David, et merci à tous pour votre attention. C'était vraiment un plaisir. Merci beaucoup. Ciao.